Bonsoir, je vais me présenter brièvement. Alors, Olivier Crochat, je suis le directeur du centre exécutif pour la confiance numérique de l'École polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse. Donc on est une université publique active principalement dans tout ce qui est sciences naturelles et de l'ingénierie. Plus de 360 professeurs, 12 000 étudiants, que ce soit au niveau bachelor, master ou doctorat. Et puis je vais parler de numérique, donc... Oui, je vais parler numérique. Donc, au niveau informatique et communication, on est régulièrement dans le top 10 mondial des universités. Donc, j'espère être un petit peu crédible sur ce sujet-là. Par rapport au centre, on fait l'interface vraiment tout ce qui est recherche, mais aussi l'industrie et les autorités. Ça revient un petit peu à ce qu'on avait discuté, d'avoir un interlocuteur qui est crédible et neutre. Donc il y a cet intérêt de la part des autorités de faire le pendant par rapport à l'industrie, en fait, dans pas mal de groupes d'expertise. Le numérique, quel numérique voulons-nous pour demain? Je crois qu'on en a discuté aussi avant, ça a été mentionné. Le numérique a amené beaucoup de progrès. On parlait de la possibilité de faire des transactions bancaires ou des transactions, des paiements sans avoir de compte bancaire. On a plus de 60% de la population qui a accès à Internet. On a vu pendant la pandémie que ça a permis une certaine continuité du travail avec tout ce qui est continuité économique, avec tout ce qui est outils de télétravail, outils collaboratifs. On a vu aussi dans le développement de médicaments ou en médecine qu'on avance plus vite, on communique plus vite, on utilise tout ce qui est data science, tout ce qui est analyse de données pour intelligence artificielle pour améliorer et produire plus vite des médicaments ou des traitements. Donc oui, il y a énormément de choses qui vont dans le bon sens. Après, quel numérique voulons-nous? Est-ce que le numérique, c'est la panacée ou une bénédiction? Spoiler alert, pas forcément. Donc il y a aussi le côté sombre de la technologie. Et puis, je vais commencer par vous parler de 3 personnes et 3 dates comme introduction, pour voir si, pour montrer un peu ce côté sombre. Première, Mark Zuckerberg. Est-ce que tout le monde connaît? Oui, bien. Donc 2018, l'affaire Cambridge Analytica. Donc Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Et j'en parlerai après, justement, pour un des aspects de ce côté sombre de la numérisation. On fait un petit saut dans le temps. Edward Snowden aussi, donc le lanceur d'alerte qui a révélé l'écoute massive, où il y a la surveillance massive des États-Unis, les Five Eyes. Je reviens encore un petit peu, non, à peu près la même année, 2013 aussi, Ross Ulbricht, c'est là où je perds tout le monde d'habitude. Non? Oui? Non, bien, ok. C'était le fondateur de Silk Road, un marché noir dans le dark web qui permettait de vendre des services et des biens illégaux. Il est en prison à vie aux États-Unis depuis 2013, donc il s'est fait attraper par les FBI. Pourquoi j'ai parlé de ces 3 personnes-là? Je reviens avec la première personne, Ross Ulbricht. On est dans la cybercriminalité. Cybercriminalité, c'est plus d'1 milliard de personnes touchées en 2017, d'après Symantec. On a plus de 1000 milliards de dollars qui ont été perdus en 2020 à cause de la cybercriminalité. On parle de ransomware, bien sûr, on parle de sextortion, on peut parler de botnets, de machines zombies, on va avoir du cryptage de monnaie sur des ordinateurs. On a vraiment tous les cas de figure, et puis il faut se rendre compte qu'on est sorti de l'ado steampunk au fond de sa cave, qui fait ça pour le plaisir, pour une professionnalisation, une industrialisation de ces attaques-là. Donc on a des gens qui sont employés, qui vont faire du 40 heures par semaine, qui ont un contrat de travail, qui viennent le matin pour faire ce genre d'attaque. Donc là, c'est un des points à mentionner. Donc cybercriminalité, deuxième point, tout ce qui est cyberguerre. Edward Snowden a montré que les États-Unis et ses alliés faisaient cette écoute massive des personnes. Ça a été ce qui a été mis en avant ou révélé grâce à ces documents. C'est des choses qui se font dans toutes les autres grosses puissances. On parle de cyberdéfense, c'est bien. Après, il y a du cyberespionnage, c'est moins bien. Des cyberattaques, du cyberterrorisme.
Donc là aussi, on a, les États doivent se protéger. La frontière entre la cybercriminalité et des cyberattaques est pas toujours très facile à définir, parce qu'il y a des groupes qui sont presque para-étatiques, qui vont essayer de déstabiliser l'économie dans d'autres pays. Donc on attaque peut-être des infrastructures critiques, mais on va peut-être attaquer des hôpitaux, des PME, il y a tout qui commence à être possible. Et je vais finir par là, Facebook, le scandale Cambridge Analytica, où là on est ce que j'appelle dans le cyber-profiling ou cyber-profilage, je ne sais pas trop, où là on est avec de l'utilisation de données sur des personnes, sur des entreprises pour pouvoir leur vendre des services. On peut dire, bon, c'est pas trop grave, c'est de la pub, mais la pub personnalisée, c'est un moindre mal. Mais on s'est rendu compte justement avec l'affaire Cambridge Analytica, les interventions de la Russie dans l'élection aux États-Unis, on s'est rendu compte aussi avec tout ce qui se passe maintenant dans la pandémie, avec les fake news, avec le complotisme, que ces technologies-là ou ce cyberprofilage va être un danger aussi, pas seulement pour nos achats ou pour des petites sociétés par rapport à des grandes qui ont accès aux données, mais vraiment pour la démocratie, pour une pensée correcte en fait, où on va polariser la société, et c'est utilisé justement aussi dans ces attaques de cette cyberguérilla, on va dire. Donc voilà, 3 points qui sont importants dont il faut tenir compte. J'ai je ne sais pas combien de temps j'ai encore, je pense que ça doit aller. 2 minutes. Parfait. J'ai la journaliste Carole Cadvalladre, qui a révélé le scandale Cambridge Analytica, disait justement que nos données personnelles sont en circulation et elles sont utilisées contre nous d'une manière que nous ne comprenons pas. Ça, c'est quelque chose qui se passe actuellement. Il faut se rendre compte aussi que c'est quelque chose qui va être aussi très dangereux dans le futur. C'est-à-dire que des données qu'on acquiert actuellement, qui sont stockées actuellement, vont pouvoir être utilisées plus tard contre des sociétés. Mais parlons de données de santé qu'on utilise, qu'on récolte maintenant, d'ADN, qui ne nous dit pas que dans le futur, des assureurs ou des pays vont dire non, vous avez des traits génétiques qui font que nous n'allons pas vous assurer ou vous prendre en couverture. Donc ça, c'est des choses qui se passent actuellement qui ont eu un impact potentiel pour le futur. Donc il faut qu'on prenne des mesures maintenant. Donc là, c'est possible. Mais là aussi, je vais parler de 3 axes. Il y a bien sûr les autorités. Il faut réguler, il faut surveiller. L'Europe fait pas mal de choses de ce côté-là avec tout ce qui était GDPR, mais il y a aussi le Digital Act maintenant et ce genre de choses qui se mettent en place. Mais ça doit être fait. Ça doit être fait, ça ne suffit pas. Les sociétés elles-mêmes doivent prendre des mesures éthiques de la façon dont elles travaillent, de transparence aussi sur la façon dont elles utilisent les données. Je parle de grosses sociétés. N'importe quel utilisateur de technologie de numérisation doit se poser cette question-là, doit se la faire aussi, cette réflexion. Est-ce que j'ai besoin de toutes ces données? Est-ce que je peux pas... On parle d'anonymisation de données, c'est bien. On arrive souvent à recouper les données et à les reconstruire. Est-ce qu'on ne peut pas minimiser les données? On parlait de frugalité. Je crois que descendre le niveau de données dont on a besoin. Est-ce que j'ai besoin de ceci? Et c'est une réflexion qu'on devrait avoir à tout instant quand on met en place des systèmes informatiques. De quoi j'ai besoin et quel est le minimum utile à la marge de mes affaires. De tout prendre et de dire on fera le tri plus tard, ce n'est pas une bonne solution. Et troisièmement, la société. Nous, tout un chacun, quelle plateforme j'utilise, quel service j'utilise, est-ce que j'ai vraiment besoin d'utiliser mon smartphone pour tout faire? On a une dichotomie entre tout le monde qui se plaint du suivi du gouvernement, de devoir faire le pass Covid, et à côté de ça, on se plaint sur Facebook, on se plaint sur TikTok, donc il y a une réflexion à avoir aussi de tout le monde. Et voilà, je vais m'arrêter là. Merci Olivier, merci beaucoup.